Allez, après vous avoir parlé de Nikola Topic et de la draft la semaine dernière, j'ai eu envie aujourd'hui de reparler de la saison prochaine. Voilà pourquoi, à la manière dont je l'ai fait pour les Spurs, puis les Warriors, j'ai eu envie de parler d'une nouvelle équipe, afin de voir à quoi pourrait ressembler le roster pour la saison qui arrive. Pour ça, je vous ai demandé votre avis, et je ne pensais pas que ce serait une telle razzia pour les Hawks. Sur le canal Instagram, vous vouliez vraiment que l'on évoque l'équipe d'Atlanta, regardez-moi cet écart. En même temps, ça se comprend, avec l'obtention récente du first pick, leur situation, je l'admets, est super hypante. Et puis si vous faites partie des gens qui ne sont pas hypés sur cette équipe, déjà je me demande ce que vous faites sur cette vidéo, mais surtout go rejoindre le canal Instagram et faites entendre votre voix la prochaine fois pour qu'on parle de la team que vous préférez. Mais bref, ouais, revenons du côté d'Atlanta, et ce qui est certain c'est qu'à l'heure actuelle, pas mal d'options se présentent au duo general manager Landry Fields et Kyle Korver. Que vont-ils faire de leur first pick, et à quoi ressemblera la construction de leur équipe cet été? Comment entourer Trae Young si c'est le joueur que le management veut garder? Eh bien ne bougez pas, j'enfile ma meilleure casquette de GM de pacotille et je vous donne mon avis tout de suite. Et justement, vu qu'on a prévu de voyager vers Atlanta, est-ce que vous connaissez le moyen le plus rapide d'aller là-bas? Bon, il y a des vols de Paris qui mettent 9h, 9h30, ok ça passe, mais perso j'ai bien plus rapide. Et ouais, tu vois où je veux en venir, j'utilise NordVPN pour me connecter absolument partout où je veux dans le monde, en quelques secondes. Et puis si tu tiens à prendre vraiment l'avion, bah prends VPN quand même, tu payeras ton billet largement moins cher si tu te connectes au bon endroit. Et puis surtout tu le sais, je te l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé de ce sponsor, si tu es fan de sport c'est juste un must-have NordVPN. En te connectant en Belgique par exemple, tu auras accès à absolument tous les grands prix de F1 et tous les matchs de Ligue des Champions. Kiki te remercie d'avance d'ailleurs de le suivre malgré son départ en Espagne. Et puis pour la NBA, t'inquiète, je te laisserai checker, mais il y a tout plein de pays dans lesquels tu pourras te connecter pour choper le League Pass moins cher. Jusque là, tout ça c'est cool, mais rien de nouveau. Voilà pourquoi cette fois-ci, je voulais aussi vous parler d'autre chose, un autre avantage de ce VPN. Si t'es créateur de contenu comme moi ou que tu veux le devenir, tu le sais, la suite Adobe avec des logiciels comme Premiere ou Photoshop, c'est essentiel. Sauf que bon, faut être prêt à payer ces 250 balles par an quoi. Et bien avec NordVPN, encore une fois, connecte-toi en Turquie et tu verras comment les prix vont baisser. Ouais, si t'es comme moi, que tu veux kiffer tous ces trucs, mais que tu veux pas forcément dépenser une fortune, go voir dans la description. Je pense que tu vas trouver ton bonheur. Déjà, chaque clic soutient la chaîne, et c'est très cool. Merci beaucoup pour ça. Mais surtout, tu bénéficieras de 4 mois en cadeau sur NordVPN avec mon lien pour tout abonnement de 2 ans. Au final, tu vas payer environ 3 balles par mois, et je pense pas qu'il y ait besoin d'être Einstein et de faire des gros calculs pour te faire comprendre à quel point tu vas faire des économies avec NordVPN. Et puis, si ça te plaît pas, tu peux résilier gratuitement et sans condition au bout d'un mois. Alors tu sais quoi faire, Descro, mon lien, NordVPN, let's go. Yeah baby. Mais bref, maintenant qu'on est arrivé à Atlanta grâce à ce fameux vol pas cher pris grâce à NordVPN, parlons des Hawks et de leur first pick un petit peu. Voilà maintenant 2 saisons que le duo Trae Young Dejounte Murray est associé, et après une finale de conf en 2021, avant l'arrivée de Murray, l'équipe n'a plus jamais passé un tour de playoff. Et cette saison, ça s'est même directement arrêté au play-in, face à une équipe des Bulls qui pourtant n'était pas au mieux, elle non plus. Ouais, c'était décevant. D'ailleurs, j'entends les plus impatients dire bien souvent que cette équipe d'Atlanta n'a pas d'âme, et qu'il faut directement l'exploser. Je veux bien, mais je comprends que ce soit compliqué pour les dirigeants, car mine de rien, dans ce roster, du talent, il y en a. Le souci, c'est que personne, ni Nate McMillan, ni Quinn Snyder, n'arrive à faire performer ces pièces ensemble sur le terrain. Surtout qu'en plus de ça, si on prend un petit peu de recul, on peut leur trouver un minimum d'excuses à ces Hawks. Dans le roster, parmi les joueurs de rotation, seuls Dejounte Murray, Clint Capella et Bogdan Bogdanovic ont atteint la barre des 70 matchs joués cette saison. Trae Young, qui est censé être le visage de l'équipe, en a manqué 28. Jalen Johnson, alors qu'il réalisait sa meilleure campagne en carrière, en a lui loupé 26. De leur côté, les role-players essentiels que sont DeAndre Hunter et Onyeka Okongwu manquaient respectivement 25 et 27 matchs. Je comprends que ça fasse beaucoup pour le coach Quinn Snyder, et je comprends aussi que ce soit compliqué de créer une alchimie dans de telles conditions. Mine de rien, on s'en rendait compte au moment de leur élimination, les Hawks semblaient être à un tournant, quelque chose semblait casser dans l'équipe, et les rumeurs concernant les joueurs majeurs commençaient à pop un peu partout. Landry Fields se devait définitivement d'apporter des réponses aux fans, en faisant des choix, qui garder et qui envoyer ailleurs. Sauf que depuis, un gros tremblement de terre a eu lieu du côté d'Atlanta, et les fans ont eu quelque chose de très lourd à se mettre sous la dent. Parce que oui, alors qu'il n'y avait que 3 petits % de chance que ça arrive lors de la loterie, les Hawks qui à la base étaient prévus pour obtenir le pick 10 ont eu le bonheur de remporter le tirage au sort et de décrocher le premier choix. Ce n'est que la 4e fois de l'histoire qu'une équipe qui a moins de 3 % de chance de remporter la loterie décroche le gros lot. Et c'est vrai qu'obtenir le first pick pour une team qui quand même a participé au play-in et qui avait un bilan équilibré, c'était complètement imprévisible. Ça, vu que le
play-in est tout récent, c'est la première fois de toute l'histoire que ça arrive. Là, des tas d'options s'ouvrent à Landry Fields et à Kyle Korver, et ils n'auront plus qu'à choisir la bonne. Le problème, ça va être de trouver quelle est la meilleure voie à emprunter, et ça, ce ne sera forcément pas simple pour le front office. Déjà, s'il le veut, Fields peut tout péter, et entièrement reconstruire l'équipe autour du first pick, comme d'autres équipes l'ont fait par le passé, avant lui. Avec des éléments comme Trae Young, Dejounte Murray, ou encore Bogdan Bogdanovic, Clint Capella, DeAndre Hunter et j'en passe, l'équipe dispose de tout un paquet d'assets qui pourraient convaincre des équipes contenders dans le win now de leur lâcher tout un tas de jeunes et de picks. Pourquoi pas? Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que dans cette cuvée de draft, même avec le first pick, tu puisses à coup sûr trouver un futur franchise player en puissance, un joueur autour duquel construire. Même si les contreparties reçues dans de potentiels transferts de Trae Young ou de Dejounte Murray pourraient apporter ce profil du côté d'Atlanta, ça reste très incertain quand même, c'est un vrai pari pour le futur. Alors je me dis que la voie suivante pourrait être une voie totalement opposée. Pourquoi les Hawks ne profiteraient-ils pas de la valeur de leur first pick sur le marché pour tenter de faire venir une autre star? De nombreux joueurs à l'heure actuelle semblent pouvoir être potentiellement sur le départ cet été. D'un coup, avec leur first pick, les Hawks disposent d'un élément de grande valeur sur le marché, alors pourquoi ne pas capitaliser dessus à fond pour tenter d'associer une autre star à Dejounte Murray et Trae Young et voir ce que ça donne? Si Landry Fields croit en son groupe et veut en conserver les pièces essentielles, ça pourrait être une solution ça aussi. D'ailleurs, je me dis qu'il peut aussi tenter quelque chose de tout à fait similaire tout en conservant son first pick. On l'a dit, la saison passée, pas mal de blessures ont gêné cette équipe d'Atlanta. Capitaliser sur une meilleure santé des cadres en leur ajoutant un joueur drafté avec le premier choix tout en réalisant quelques ajustements pourrait là encore représenter une solution. Mais je me dis qu'aussi une piste intermédiaire est envisageable. Casser le duo Dejounte Murray et Trae Young pour essayer de recevoir quelque chose contre l'un ou contre l'autre. Encore une fois, en échange de ce type de joueur, il est possible de récupérer pas mal d'assets. Choisir lequel des deux autour de qui construire pour réaliser les moves qu'il faut et l'entourer du first pick peut là encore représenter une voie intéressante. Donc ouais, tout plein de pistes et de choix existent pour Fields et Korver, mais comme le dit le dicton, choisir c'est renoncer, et ça ne va pas être simple. Dans ce genre de situation, si tu prends la bonne décision, tu passes pour un génie, mais si tu prends la mauvaise, direct on t'envoie à l'échafaud. Je n'ai absolument pas peur de dire que même si le front office a été très chanceux de récupérer le first pick, il n'a jamais eu autant la pression depuis sa prise de fonction. Alors d'habitude, pour ce concept, dans ce genre de vidéo, après avoir parlé du contexte, je parle de mes joueurs qui sont des certitudes, ceux que je veux absolument garder pour la saison prochaine, ceux qui sont indéboulonnables. Sauf que vous l'avez compris, pour moi à Atlanta, tout peut arriver cet été, tout le monde peut potentiellement être sur la sellette à mon avis. Alors cette fois-ci, plutôt que de vous parler de mes certitudes, je vais vous parler plutôt des joueurs que moi je tenterais de garder si j'étais GM d'Atlanta. Tous pourraient partir en cas de très grosse offre, mais voici ceux que je tenterais de sécuriser le plus. Et vous l'avez compris en regardant le titre de la vidéo, le premier dont je m'assurerai la présence, c'est Trae Young. Je sais que des rumeurs l'annoncent à San Antonio, Los Angeles ou encore ailleurs, mais la plupart de ces équipes, je ne suis pas sûr qu'elles peuvent offrir suffisamment pour un joueur comme Trae. Pourtant, je le sais, beaucoup d'entre vous ne supportent pas ce joueur. Il n'est pas un leader, il ne défend pas assez, il est trop arrogant. Tout ça, ce sont des reproches que j'entends très souvent concernant Trae Young, et je dois le dire, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt justifiés. Cependant, dans l'histoire des Hawks, combien de fois la franchise a-t-elle eu un joueur du talent de Trae Young? Pour répondre à ça, on va forcément aller chercher du Bob Petit évidemment, du Dominique Wilkins aussi, sans hésitation, du Lou Hudson également si vous voulez, mais après ça se tape hein. Trae fait sans trop de doute possible partie du top 5 des joueurs les plus talentueux que les fans des Hawks aient pu voir sous leur uniforme. Et puis surtout, ça fait combien de temps que dans son effectif, Atlanta n'a pas eu un joueur de cette trempe? Désolé hein, mais pour moi, Trae Young c'est quand même bien au-dessus du niveau de Joe Johnson à la fin des années 2000. Non en vrai, ça fait super longtemps que les Hawks recherchent un joueur de ce niveau. Ok, il ne coche sûrement pas toutes les cases nécessaires aujourd'hui pour mener l'équipe au titre, mais peu importe, si tu l'envoies ailleurs, rien ne dit que tu ne vas pas passer ensuite 10, 20 ans, voire même plus à galérer pour retrouver ensuite sur le marché un joueur de ce niveau. Maintenant, il est un joueur qui porte beaucoup le ballon, c'est sûr, peut-être trop, et son fit avec Murray n'est vraiment pas convaincant. Ceci dit, il est aussi l'un des meilleurs shooters, mais aussi l'un des meilleurs playmakers de la ligue. Il est un mec qui peut tourner à 25 points et 10 passes en faisant la sieste, puis même si ses outils physiques ne lui permettent pas de performer de l'autre côté du terrain, bonne chance pour retrouver si facilement un meneur avec tant de talent offensif si tu l'envoies ailleurs. Donc ouais, à mon avis, à moins d'une offre mammouthesque, Trae Young, ça reste à Atlanta cet été. Désolé pour les fans des Lakers et des Spurs qui espéraient voir le meneur débarquer chez eux cet été, mais je ne vois pas trop comment ces deux franchises pourraient avoir les assets nécessaires pour convaincre Atlanta de leur lâcher Trae Young. D'ailleurs, il n'est pas tout seul, d'autres pièces me semblent assez intéressantes à conserver autour de lui cet été. Le premier, c'est Jalen Johnson. Même s'il a été gêné par des blessures cette saison, il sort tout de même, et de loin, de sa meilleure campagne en carrière. Le mec, propulsé en tant que titulaire sur la majeure partie des matchs auxquels il a participé, a terminé son exercice à près de 16 points et 9 rebonds de moyenne, et selon moi, à seulement 22 ans, il est un élément essentiel sur lequel compter à la fois pour le présent et le futur. Pour moi, en vrai, s'il y a un seul joueur indéboulonnable cet été à Atlanta, c'est bien lui. Un autre que j'imagine très peu bouger d'ailleurs, c'est Onyeka Okongwu. Le pivot qui depuis 4 ans maintenant attend son opportunité dans l'ombre de Clint Capella a aujourd'hui 23 ans. Il a signé une extension de 60 millions sur 4 ans l'été dernier, preuve que l'équipe semble compter sur lui pour le futur. Pour moi, ce serait une erreur de l'envoyer ailleurs sans s'être donné l'occasion de voir ce qu'il pourrait apporter
l'apporter avec plus de minutes, ou en tant que titulaire. Et puis dans le pire des cas, en tant que protecteur de cercle ou en tant que rim runner, il reste une valeur très sûre en tant que backup au poste 5. Là encore, sauf si on me propose bien mieux en échange, a priori je pense ça reste à Atlanta. Après, un joueur que j'aime beaucoup chez les Hawks et qui pour moi fit parfaitement dans son rôle de 6ème homme, c'est Bogdan Bogdanovic. Personnellement, je trouve que depuis 4 ans qu'il est à Atlanta, sans que l'on parle trop de lui, il s'est peu à peu imposé comme l'un des tout meilleurs 6ème hommes de la ligue. Scoreur devant l'éternel, aucun tir ne lui fait peur, et si lui non plus n'est pas un crack défensif, peu importe. Ce qu'on lui demande en sortie de banc, c'est de créer et de mettre des points dès son entrée sur le parquet. Ça, Bogdanovic le fait sans souci. C'est tout simplement le métier qu'on lui demande de pratiquer depuis qu'il a commencé le basket. Encore une fois, je ne vais pas non plus dire qu'il est indéboulonnable, hein, et en cas de grosse offre, je ne cache pas, je veux bien y réfléchir. Cependant, vous l'avez compris, au vu de ce qu'il peut apporter en sortie de banc, si je peux, je le garde. Sachant que le reste, je me dis, si je peux avoir ce que je recherche en échange, ça peut tout à fait partir, sans trop de problèmes même. J'aime la présence de jeunes joueurs à potentiel, comme AJ Griffin et Kobe Bufkin, mais rien ne me dit aujourd'hui qu'ils connaîtront le développement qui leur est promis. Griffin, 20 ans, est pour le moment plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain, tandis que Bufkin, 20 ans également, n'a encore absolument rien prouvé au niveau NBA. Maintenant, je n'ai absolument rien contre l'idée de les garder et de les développer. Cependant, s'ils doivent servir de trade filler pour convaincre une grosse équipe de m'envoyer un gros joueur, je pense que je n'hésiterai pas longtemps à leur demander de faire leur valise. Parce qu'en vrai, si on essaye d'étudier les réels besoins des Hawks, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'imaginer une totale reconstruction autour du first pick. Dans le roster, il y a des bases qui me semblent encore un minimum solides, sur lesquelles on peut encore tenter de s'appuyer avant de presser le bouton rouge. Alors quels sont les réels besoins des Hawks à l'heure actuelle? Eh bien, j'ai envie de dire tout ce qui leur permettra de s'approcher un petit peu plus de la win. Et pour ça, je pense que la plus grosse priorité doit être d'upgrader le poste 3. DeAndre Hunter est un bon role-player qui peut agir des deux côtés du terrain. Cependant, à 26 ans, j'ai l'impression qu'il plafonne un peu et qu'il peine à faire mieux que les belles choses qu'il avait montrées lors de sa saison sophomore. À sa place, j'aimerais quelqu'un de plus polyvalent, de plus créateur, de plus shooter, qui peut exister avec ou sans le ballon. Ouais, à sa place, j'aimerais tout simplement un ailier meilleur, et pour ça, il va falloir explorer soit la draft, soit la free agency, soit le marché des transferts. Mais avant de voir quels joueurs pourraient être disponibles pour les Hawks sur tous ces marchés, étudions un petit peu leur situation salariale. Et là, ce que l'on peut voir en regardant la quantité de contrats actifs qu'il reste à la franchise, c'est que la situation de l'équipe est complètement bloquée. Elle pourrait d'ailleurs l'être encore plus avec les 12 millions de contrats du joueur sélectionné avec le first pick, qu'il faudra bien entendu ajouter à cette somme. Cela les mettrait dans la luxury tax, 2 millions au-dessus du premier apron, ce qui ne leur octroierait quasi aucune liberté financière cet été. Bon après, parmi les joueurs réellement de rotation, seul Saddiq Bey est agent libre. Au vu de la situation salariale de l'équipe, pas sûr qu'il soit une priorité, d'autant plus vu les blessures qu'il a connues ces dernières années. Mais même sans parler de ça, si tu veux construire une équipe compétitive autour de Trae Young, il n'y aura pas le choix, il faudra faire du ménage. Et ça tombe bien, à ce propos, les Hawks bénéficient d'une trade exception de 23 millions obtenue dans le transfert de John Collins. L'équipe a jusqu'au 7 juillet pour l'utiliser, et afin de se donner un peu de marge, il y a de grandes chances que Landry Fields fasse tout ce qu'il faut pour l'utiliser à temps. Ce que l'on peut noter également, c'est que la saison prochaine, mis à part Trae Young, personne ne touchera plus de 26 millions dans l'équipe. Le salaire des joueurs potentiellement concernés ne devrait donc pas être un fort handicap en cas de transfert. Alors quels sont les principaux assets pour les Hawks? Qui peuvent-ils chercher à envoyer ailleurs pour se renforcer, mais aussi tout en libérant de la place sous la marge salariale? Eh bien le premier, vous l'imaginez, vu que je n'en ai pas parlé plus tôt dans les joueurs que je tenterai de garder, c'est DeJounte Murray. Cette saison notamment, pendant l'absence de Trae Young, durant laquelle il a tourné à près de 25 points et 9 passes, il a montré que quand il pouvait être davantage utilisé balle en main, il pouvait toujours être un joueur excellent. Le souci, c'est que quand Trae est là, évidemment, il est amené à beaucoup moins porter la balle, et ne peut pas développer son jeu jusqu'à son maximum. Ce n'est pas ce qu'il apporte sur le terrain que je lui reproche à DeJounte Murray. En vrai, je lui reproche rien du tout. Non, ce qui ne me convient pas, c'est comment il est utilisé par la force des choses en raison de son association avec Trae Young. Les stats le montrent d'ailleurs, quand les deux ont été associés sur le terrain cette saison, les Hawks en moyenne se sont fait outscorer de 6 points par leurs adversaires. Ça prouve bien que, aussi talentueux soient ces deux joueurs, quelque chose ne fonctionne pas dans leur association. Je pense de plus que DeJounte Murray a plutôt une bonne valeur sur le marché des transferts. Tout le monde est conscient de son niveau. La vraie question, c'est est-ce que les Hawks peuvent vraiment avoir ce qu'ils veulent en échange de DeJounte Murray? Tout ça, on essaiera d'en parler plus tard, mais avant ça, vous l'avez compris, il n'est clairement pas le seul joueur sur le bloc. Pour Clint Capella, par exemple, les rumeurs se sont fait de plus en plus pressantes dernièrement, et cet été encore, il fera partie des joueurs qui, à toute heure, devront rester prêts à faire leur valise du jour au lendemain. Comme on l'a dit, Okongwu a signé son extension il y a quelques mois, et partage le même poste, tandis que la draft pourrait elle aussi permettre de recruter un intérieur. Plus le temps passe, et moins Capella, 30 ans, semble avoir une place acquise dans le futur des Hawks. Pourtant, il reste toujours un joueur utile, un bon défenseur sur le cercle, qui, mine de rien, est plus mobile que son physique pourrait le laisser présager. Il est aussi un excellent rebondeur, qui rendra service à beaucoup de teams en galère dans ce secteur. En attaque, il est limité, mais tu pourras toujours le trouver sur pick and roll, au dunker spot, ou encore dans les airs. Maintenant, pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'en 2024, la valeur de Clint soit bien haute, même si son contrat expirant en 2025 pourrait tout de même intéresser quelques teams. Quoi qu'il en soit, du côté d'Atlanta, au vu de la situation salariale, si je peux me débarrasser de son salaire contre quelques futurs second tours de draft,
je pense que je n'hésite pas longtemps. Ensuite, on pourrait parler de DeAndre Hunter, qui, comme je l'ai dit plus tôt, ne rentre pas forcément dans mes plans, en tout cas pas en tant que titulaire. Je n'aurais aucun mal à le transférer si en échange, une autre team me proposait de la jeunesse, ou des pics, pourquoi pas. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça ait lieu, et s'il reste, il faudra, je pense aussi, lui trouver un autre rôle du côté d'Atlanta. En sortie de banc, pourquoi pas, à mon avis ce serait mieux. De plus, comme je le disais plus tôt, les jeunes que sont AJ Griffin et Kobe Bufkin peuvent tout à fait être intégrés à un trade si l'offre en vaut la peine. Tout ça c'est déjà pas mal, mais surtout, je voudrais parler du first pick des Atlanta Hawks, qui lui a une vraie valeur, et qui lui aussi pourrait bouger, pourquoi pas. Si tu associes ce first à un joueur comme Murray, direct, tu peux aller chercher quelque chose de très gros. Et puis si tu l'associes à des joueurs comme Hunter ou comme Capella, clairement, tu vas avoir du monde qui va venir frapper à ta porte. Surtout qu'à part celui-là, le first round le plus proche que l'équipe peut t'envoyer est en 2029, donc si l'équipe veut faire un gros coup en envoyant un gros asset pour recevoir une superstar, je pense que c'est la meilleure solution de se séparer du first pick. Et puis même si tu veux le transférer, d'autres pistes existent. Tu n'es pas obligé forcément de rechercher une star avec ce premier choix de draft. Tu peux aussi réfléchir à trade down pour quand même choper un bon joueur dans le top 10 de cette cuvée de draft très homogène. En échange, tu peux aller gratter quelques role players ou encore quelques assets pour le futur qui, à leur tour, pourraient potentiellement être utilisés dans des trades. Ouais, c'est vraiment la force des Hawks, ce first pick. C'est vraiment grâce à lui qu'aujourd'hui, Landry Fields dispose de tant d'options. Sauf que bon, avant de s'enflammer et d'envoyer les 3/4 de l'équipe ailleurs, essayons de regarder un petit peu qui est disponible sur le marché. Et déjà, la free agency, à l'heure actuelle, c'est mort, ou presque, pour Landry Fields. Par contre, si tu trades Capella et que tu passes sous le premier apron, tu pourras bénéficier de l'intégralité de ta mid-level exception, estimée à environ 13 millions pour cet été. C'est une belle somme. Avec ce type de contrat que tu peux diviser, tu peux peut-être viser pas mal de role-players intéressants qui pourraient définitivement renforcer le banc d'une équipe compétitive. Parmi les free agents potentiellement dispo, avec ce que peuvent faire les Hawks, si OKC n'exerce pas son option, j'adore le profil d'Isaiah Joe par exemple. Depuis son arrivée au Thunder, il a maintenant gagné la réputation d'être un shooter fiable, et ses 41% de réussite derrière la ligne laissent penser que cette réputation est méritée. Pour moi, Trae Young a besoin de shooters autour de lui, qui savent jouer off-ball, un petit peu comme Kevin Huerter à l'époque, plus en tout cas qu'un deuxième créateur, aussi talentueux soit-il, comme DeJounte Murray. Franchement, j'ai l'impression que Joe correspond tout à fait à ce profil. Le souci, c'est que je ne suis pas sûr que OKC veuille le laisser partir comme ça. Je pourrais donc voir mes ambitions un peu à la baisse et tenter de faire des offres à des joueurs comme Lonnie Walker, comme Royce O'Neal, qui tous les deux, même s'ils ne sont pas des snipers, restent de très bons shooters et peuvent tout à fait faire le taf sur les ailes pour jouer le rôle de roster filler en sortie de banc. Je tenterai également de contacter un meneur backup pour Ice Trae, et dans ce rôle, Monte Morris et Campaign, qui tous les deux seront libres cet été, pourraient représenter des options qui me semblent au minimum intéressantes à étudier. En tout cas, vous l'avez compris, ce n'est quand même pas avec la free agency et des role players qu'on va complètement transformer le visage de cette équipe. Par contre, comme on l'a beaucoup dit aujourd'hui, le first pick, lui, peut amener des choses très intéressantes. Souvent, dans les mocks, on voit que le nom d'Alex Sarr est associé à Atlanta, et on comprend pourquoi. Le français peut être un stopper défensif qui, en quelques semaines, semble être capable de faire oublier Clint Capella en cas de départ, et pour beaucoup, c'est vers lui que doivent se tourner les Hawks. Cependant, je l'ai souvent dit et répété, sur ma chaîne, cette cuvée de draft est aussi homogène qu'incertaine, et il n'y a pas vraiment de numéro 1 qui se dégage de façon absolue. Ainsi, pour Atlanta, il existe d'autres solutions, comme le pivot Donovan Clingan, le meneur Nikola Topic, ou encore les ailiers que sont Zachary Rizaché et Matas Bouzelis. Si parmi eux, il y en a un qui a tapé dans l'œil du front office et que Fields pense qu'il peut apporter tout de suite, les Hawks ne se gêneront pas pour le sélectionner. Fields et Korver ont d'ailleurs été aperçus à Bourg dernièrement, ce qui laisse penser que le management est au moins un minimum curieux concernant l'ailier français. Encore une fois, les Hawks n'auront que l'embarras du choix, et si à la draft ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, il ne leur restera plus qu'à se tourner vers le marché des transferts. Et justement, ce marché des transferts, quand tu as un joueur comme DeJounte Murray sur le trading block, et potentiellement un first pick, je me dis qu'il pourrait t'apporter énormément de choses. Si aux côtés de l'arrière tu ajoutes quelques assets, pourquoi ne pas tenter le coup pour faire venir des joueurs comme Brandon Ingram, Michael Bridges, Lauri Markkanen, voire même Kevin Durant ou Zion Williamson, on sait jamais, en y ajoutant le first pick. Tous à un moment ou à un autre ont été dans les rumeurs de trade ces dernières semaines, et si Fields est vraiment intéressé par l'un d'eux, il semble disposer de suffisamment d'assets pour au moins tenter sa chance. Donovan Mitchell pourrait être une option aussi, mais perso, je trouve le fit avec Trae un petit peu moins évident. Comme quoi, même dans une situation compliquée, les Hawks disposent tout de même de pas mal de solutions pour se renforcer via la draft et via le marché des transferts. Alors maintenant que je sais tout ça, que j'ai toutes les données dans les mains, ou presque, quels sont les moves que je ferais du côté d'Atlanta si j'étais leur GM? Eh bien vous l'avez compris, pour moi l'urgence c'est de transférer Capella afin de libérer un peu de masse salariale et de débloquer l'entièreté de la mid-level exception. Pour lui, j'irai voir du côté de Memphis, qui depuis le départ de Steven Adams manque d'un vrai pivot dans la raquette. En échange de Capella, tu peux aller chercher Luke Kennard, un shooter comme j'aime, et John Kongar qui viendra compléter les salaires. Tu libères quelques millions et tu récupères le maximum de second tour que tu peux. Tu pourras toujours les utiliser dans d'autres transferts. Pour moi, c'est à la fois un move qui semble réaliste, mais aussi cohérent du côté d'Atlanta, en tout cas d'un point de vue salarial. Quoi qu'il en soit, c'est bien le 26 juin, jour du premier tour de la draft, qu'on en saura plus. Et là, si j'étais Landry Fields, je n'irais pas m'aventurer dans des choix obscurs à la Anthony Bennett, à la Kwame Brown ou encore à la Andrea Bargnani, qui ont été numéro 1 dans des cuvées de draft similaires par le passé. Non, j'irais vers le joueur qui m'apporte le plus de certitude dans cette draft,
quel que soit son poste, et il s'agit d'Alex Sarr. Parce que ouais, il y a pas mal de points qui me laissent penser que l'intérieur français pourrait se sentir comme un poisson dans l'eau à Atlanta. Déjà, en ayant été formé en overtime elite pendant 2 ans en Géorgie, il a eu à maintes reprises l'occasion de s'acclimater à la ville, lui qui a admis s'être rendu à maintes reprises à la State Farm Arena, dont à chaque fois il a adoré l'ambiance. De plus, en ayant poursuivi sa formation l'an passé dans le championnat australien, il arrivera avec un bagage pro qui laisse penser qu'il sera au moins un minimum NBA ready, en tout cas a priori davantage que ceux qui sortent de NCAA. Ces éléments, pour une équipe qui veut gagner, si les Hawks veulent gagner, me semblent vraiment encourageants. Mais heureusement, les bonnes raisons ne s'arrêtent pas là, et sur le terrain aussi, Sarr me semble correspondre. Si l'on imagine le départ de Capella, il pourra tout de suite obtenir un rôle de pivot titulaire, mais sans pression, vu que derrière lui, pour prendre des minutes, il aura Onyeka Okongwu en tant que doublure. Pour la première saison, histoire d'évaluer ce que peut faire Sarr au niveau NBA, je vois bien les intérieurs se partager les minutes. Et clairement, même si j'aime beaucoup Okongwu, j'ai tout de même l'impression que Sarr peut devenir un joueur d'un tout autre niveau. Pour beaucoup d'observateurs, sa défense serait déjà élite au level NBA, et même s'il a encore du travail à faire d'un point de vue offensif, je pense tout de même que sa présence pourrait libérer certains de ses coéquipiers. Grâce à son profil d'intérieur polyvalent qui peut agir sous le cercle mais aussi s'écarter, je l'imagine complètement fité avec ce que j'essaierai de construire chez ces Hawks. Il apporterait de la taille, de la longueur, des qualités athlétiques et même du shoot à une équipe qui définitivement, et encore plus avec le départ de Capella, pourrait avoir besoin de ses qualités dans son roster. Donovan Clingan, à ce poste-là, pourrait lui aussi représenter une option, mais à mon avis, il n'a pas non plus le niveau pour être choisi avec un first pick, le risque serait trop gros. Et puis, son profil d'intérieur old school, même s'il semble avoir progressé sur son tir, me semble beaucoup moins convenir à une équipe comme Atlanta. Sauf que tout ça, vous allez me dire, aller chercher un poste 5, c'est en train de contredire complètement ce que je disais plus tôt. Oui, les Hawks ont plutôt besoin d'un ailier à l'heure actuelle, et certains pensent que le front office ferait mieux de se tourner vers Zachary Rizaché. Pourquoi pas, hein, mais perso, j'essaierai de chercher un ailier plus accompli, plus expérimenté. Selon moi, d'autant plus avec le first pick, c'est une erreur de drafter en fonction du fit. Il vaut mieux drafter en fonction du niveau et du potentiel, et à mes yeux, selon moi, Alex Sarr me semble présenter plus de certitude que Zachary dans ce domaine-là. Je privilégierai donc l'intérieur et j'irai tenter de trouver mon poste 3 sur le marché des transferts. Là, si j'étais le GM des Hawks, ma priorité irait clairement du côté de Mikal Bridges, qui à Brooklyn cette saison a eu beaucoup de mal à confirmer qu'il pouvait avoir le niveau d'un franchise player. Cela dit, l'imaginer en option 2 offensive à côté de Trae Young tout en lui donnant un rôle de lockdown défensif me semble complètement correspondre aux besoins de la team, mais aussi aux qualités de Bridges. Et puis, ne nous mentons pas, l'upgrade par rapport à DeAndre Hunter serait plus que réel. Le truc, c'est que même si Bridges n'a pas forcément coché toutes les cases qu'on aurait aimé qu'il coche cette saison, pas sûr que les Nets le lâchent comme ça. Peut-être voudront-ils le first pick pour lui, mais si je suis les Hawks, ce serait niet. Par contre, j'aurais d'autres options et d'autres trades potentiellement intéressants à leur proposer. Si tu offres à Brooklyn DeJounte Murray, tu remplaces Bridges par un joueur du même âge, 27 ans, à un autre poste, mais qui lui semble davantage en mesure de porter une équipe, comme il l'a fait par le passé à San Antonio, ou même plus récemment à Atlanta, en l'absence de Trae Young. Franchement, je pense que c'est déjà pas mal, 2 joueurs de 27 ans à des postes différents qui correspondent tous les deux aux besoins des équipes respectives, c'est bien. Et si ça ne suffit toujours pas à Brooklyn, tu peux toujours ajouter AJ Griffin au trade, et pourquoi pas les seconds tours de draft qui seraient récupérés dans un potentiel transfert de Capella. Bon, maintenant, toujours pas sûr que ça passe, hein, Brooklyn sera sûrement gourmand pour Bridges, et ils auraient raison de l'être, parce qu'il y a pas mal de demandes le concernant. Dans ce cas, rien n'empêchera Landry Fields de faire une offre similaire pour convaincre les Pels de leur lâcher Brandon Ingram. Même si je préfère le profil de Bridges, notamment pour l'apport qu'il peut avoir en défense, Ingram dans le domaine n'est pas un peintre non plus, et lui aussi correspondrait vraiment au profil de poste 3 que j'aimerais voir chez les Hawks. Si besoin, soit pour l'un, soit pour l'autre, il est même possible d'ajouter le first round 2029 dans la balance, why not? Après, il existe un monde où tu n'arrives pas à choper le poste 3 tant désiré, même en proposant DeJounte Murray, et les assets dont tu veux bien te séparer. Dans ce cas, je pense DeJounte resterait aux Hawks, et même si l'association avec Trae Young jusque-là s'est avérée désastreuse, les choses pourraient néanmoins changer l'an prochain avec moins de blessures, et surtout un fond de jeu qui forcément avec Alex Sarr dans l'effectif sera amené à changer. Garder Murray, ce n'est pas forcément le scénario qui me plairait le plus. Ceci dit, si ça doit se faire, ce n'est pas non plus catastrophique je pense. Si tu n'as pas mieux sur le marché des transferts, plutôt que de l'envoyer ailleurs et de le brader contre n'importe qui, je pense que ça vaut le coup de l'essayer une saison de plus dans un dispositif différent. Murray contre de la jeunesse et des futurs picks, si les Hawks veulent gagner et convaincre Trae Young, je ne vois vraiment pas l'intérêt. L'équipe, je pense, peut déjà être un minimum compétitive l'an prochain tout en développant un groupe de jeunes intéressants. Pourquoi faire une croix sur l'un ou l'autre de ces aspects quand on peut avoir les deux? Entamer une reconstruction autour de Trae Young sans lui offrir un minimum de garantie pour le présent, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde si tu tiens à conserver le meneur sur le long terme. Donc ouais, Bridges en piste 1, Ingram en piste 2, et si tu peux pas avoir un extérieur de ce style-là, ok, on garde Murray. Enfin, vous vous rappelez, si j'ai transféré Capella contre surtout des seconds tours de draft, ce n'est pas pour rien, c'est pour récupérer quelques millions sous le salary cap, et disposer de ma mid-level exception, que je vais bien entendu utiliser. Avec les sous disponibles, j'essaierai de voir si je ne peux pas convaincre Monte Morris et Royce O'Neal, deux roleplayers référencés pas forcément chers, mais qui je suis sûr pourraient apporter beaucoup dans une équipe ambitieuse. Ils l'ont déjà montré tous les deux dans leur carrière. Du coup, mon roster, si tout se passe comme je l'imagine, ce qui n'arrivera évidemment jamais, pourrait ressembler à ça. Et perso, j'aime beaucoup. Le 5 majeur me semble super équilibré, avec un axe 1-3-5 talentueux et prometteur. Ajoutons Jalen Johnson au poste 4 et l'équipe a vraiment du potentiel. Le maillon faible dans ce starting 5, c'est clairement Luke Kennard, mais peu
importe, pour moi dans un tel line-up, vu comment les 4 autres peuvent attirer les défenses, c'est important d'avoir un shooter spécialiste, exactement le profil de Kennard. Puis s'il ne fait pas l'affaire, tu as toujours Bogdan Bogdanovic derrière lui, qui en tant que 6ème homme peut quand même tout à fait disputer les money time à sa place, et même passer davantage de temps sur le terrain si besoin. Non franchement j'aime bien, surtout que chaque poste est bien doublé j'ai l'impression dans un tel effectif. Si Sarr met plus de temps que prévu à s'acclimater à la NBA, il aura Okongwu derrière. DeAndre Hunter, même si je ne l'aime pas en tant que titulaire, peut je pense apporter beaucoup lui aussi en sortie de banc. Maurice en tant que recrue est un organisateur qui relaiera parfaitement Trae Young, tandis que Royce O'Neal lui est un soldat qui pourrait être précieux, notamment en playoff. Non franchement j'aime bien dans ce roster, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut, à la fois pour tenter d'être compétitif pour le présent, mais aussi pour penser au futur. Ouais, ça resterait une équipe très jeune, mais qui quand même disposerait de beaucoup de talent, et ça me hype perso. Maintenant je l'ai dit, faire venir Bridges ou Ingram ne sera pas si simple, mais même si tu gardes Murray, l'équipe, je la trouverai déséquilibrée, mais tout de même intéressante. En tout cas ça mérite d'être essayé si tu ne trouves pas ton poste 3, et en vrai Hunter, même si je suis sévère avec lui depuis le début de la vidéo, peut tout de même dépanner en tant que starter, si on est honnête. Ce n'est pas une solution sur le long terme, mais si ça peut dépanner pour la saison prochaine, pourquoi pas, je ne serai pas totalement contre. Donc ouais, si l'on fait le bilan, les Hawks clairement ont énormément d'options à étudier pour cet été. Pour moi, il est trop tôt pour se séparer de Trae Young, au vu de ce qu'il peut apporter. Par contre, concernant Dejounte Murray, si en échange de lui, j'ai ce que je recherche, je n'hésite pas longtemps avant d'appuyer sur la gâchette. Quoi qu'il arrive, et je vais conclure là-dessus, l'été des Hawks sera de toute évidence super intéressant à suivre. Et si Landry Fields fait les bons moves, je pense qu'il a tout à fait de quoi donner enfin de l'espoir à la fanbase d'Atlanta, à la fois pour le présent, mais aussi pour le futur. Affaire à suivre.